vous avez tout entendu de l'essentiel de ce que nous avons construit ensemble. Votre présence et tous ceux qui se sont exprimés, du plus jeune Souleymane au plus vigoureux Achille. Et donc, tout ça est infiniment précieux en passant par quelques-uns des membres et quelques-unes des membres de notre liste. Mais comme c'est une clôture de campagne du premier tour, ou presque, demain nous continuerons bien sûr. Je veux simplement vous dire quelques mots. Churchill a dit, et je pensais à ça pendant le débat hier soir et les insanités que nous entendons, Churchill a dit « On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse ». Et pour ce qui est de mentir avant les élections, là, ces jours-ci, on a vraiment été servi. Et donc, je me disais que si on avait greffé le nez de Pinocchio à ceux qui s'expriment. Ah, j'ai lu une thèse extrêmement intéressante, deux thèses, une de l'université de Grenade et l'autre dirigée par le docteur Alain Hirsch, écoutez bien, du Small and Taste Treatment and Research Foundation à Chicago. Ça vous épate, hein? Vous avez raison. Et donc, Smell and Taste, l'odorat et le goût. Toujours le nez de Pinocchio. Et donc, ils ont fait des thèses pour expliquer que ce n'était pas seulement une légende, qu'il y avait un mécanisme biologique, médical, physiologique, qui faisait que quand on mentait, on se sentait coupable. Ça provoquait un afflux de sang dans les muqueuses et une sécrétion de histamine qui était en liaison directe avec ce mensonge-là. Alors, vraiment, si hier soir, il y avait eu des analystes du Smell and Taste Treatment and Research Foundation à Chicago, ils auraient vraiment été servis. Alors, je ne vais pas vous servir tous les mensonges qui ont été dits, mais juste pour noter que monsieur Boniface, qui a été adjoint de Martine Linière, adjoint de moi, et qui n'a pas arrêté ses pérégrinations, il a dit que les chiffres que nous avions de la police municipale n'étaient pas vrais. Alors j'invite, on peut lui montrer, si ça l'intéresse, la totalité de l'organigramme avec les noms et les fonctions et les fonctions remplies. Nous avons absolument ce que nous avions dit, c'est-à-dire plus de 60 policiers municipaux, 55 dans la ville, 6 dans l'agglomération, plus 4 pour la police de l'environnement, ça fait 65 policiers municipaux. Je ne vais pas insister, tout ça, c'est des chiffres publics. Les bulletins de paie de nos agents ne sont pas truqués. Monsieur Marbeau a dit qu'il n'avait jamais voté contre l'établissement de santé que nous avons créé à Solferino. Ils ont voté contre, lui et monsieur Blanco. Et puis, monsieur Marconi a dit que tout ça, la situation de la ville, c'était la faute du capitalisme et que les vrais centres de décision n'étaient pas à la mairie, n'étaient même pas à la présidence de la République, que les vrais centres de décision étaient dans les conseils d'administration des multinationales. Il a répété 12 fois, donc je peux le dire. Et donc, quant à M. Araou, c'était étrange parce qu'il a fini le débat, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez rien perdu, il a fini le débat, on lui a demandé, comme aux autres, quel serait son premier geste
s'il était élu. Et il a réfléchi un moment, il a dit « Mon premier geste, ça sera d'aller à Saragosse ». Et pour tout le monde, Saragosse, c'est le quartier dont nous avons vu des images abondantes. Et donc les yeux s'écarquillaient des spectateurs en disant « Mais pourquoi veut-il aller à Saragosse ? Il n'est jamais allé à Saragosse ». Non, il évoquait l'autre côté des Pyrénées. Mais comme il a oublié de l'expliquer, il a dit la mer nous attend, mais pour nous, le maire de Saragosse, il est là d'ailleurs. Et donc, je veux le saluer de notre amitié. Donc voilà, beaucoup de mensonges et beaucoup de projets. Par exemple, M. Boniface a dit « je ne porterai pas de grands projets ». Mais il a dans toutes ses réunions et documents proposé de faire une cité du climat à 100 millions d'euros. Et 100 millions d'euros, c'est juste la totalité de l'endettement de la ville. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Monsieur Blanco, il veut faire à la place des Galeries Lafayette une crèche en paille et en bois. Et on a des amis qui se sont amusés à dessiner ce que pourrait être, une crèche bilingue. Ils ne parlent pas un mot de béarnais, naturellement. Et nous pourrions, de ce point de vue-là, avoir des dialogues intéressants. Beaucoup ont insisté sur les chiffres de la sécurité à Pau, dans laquelle j'affirme, et les journaux locaux l'ont dit, que la délinquance, celle à laquelle on peut quelque chose, baisse à Pau. La délinquance, le nombre de vols baisse à Pau, et les délinquances à la personne, les agressions à la personne baissent à Pau. Il n'y a qu'une chose qui monte, comme dans toutes les villes françaises, c'est la délinquance intrafamiliale, qu'autrefois personne ne déclarait, que maintenant on déclare, et heureusement, on reçoit, on a d'ailleurs construit à l'hôpital un service qui est destiné à accueillir les femmes qui subissent ce genre de violence, un service spécial. Et je suis assez fier qu'on ait fait ça. Et donc, le chiffre d'élucidation des affaires monte tous les ans à Pau. On est à plus de 60% d'élucidation des affaires dans notre ville. Et donc, pour une raison extrêmement précise, qui est la vidéosurveillance, la vidéoprotection. Naturellement, nous avons construit ce réseau formidable de caméras, 220 caméras dans la ville, répercutées sur 220 écrans surveillés 24 heures sur 24 par les collaborateurs qui ont cette charge, qu'on peut applaudir, parce que grâce à eux, les agressions, et parfois pire, qui entraînent des accidents gravissimes et même la mort d'un certain nombre de nos compatriotes, sont résolus très largement. Il faut que vous sachiez quelque chose. La justice nous demande des images de nos caméras plus d'une fois en moyenne par jour, bientôt 1,5 fois en moyenne par jour. 450 demandes pour que les images des caméras servent à arrêter les délinquants ou plus encore les criminels. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à juste titre, Clarisse a dit ça, eh bien, il se trouve que lorsqu'il y a des accidents ou des incendies, par exemple, les caméras, elles servent pour les forces de secours, pour les pompiers, à analyser les sinistres de manière à intervenir où il faut et avec les moyens qu'il faut. On l'a vu encore ces jours-ci dans l'incendie dans le quartier du Château. Et donc, mais si on va aller un peu plus loin que les sourires et l'analyse, qu'est-ce qui m'a frappé ? Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que l'essentiel de leur discours,
c'est pour affaiblir, détruire l'image de la ville. Par exemple, quand ils disent que les appartements dans les quartiers où notre bailleur social, Pauberne Habitat, a des milliers, 9000 appartements. Quand ils disent que ces appartements sont indignes, que c'est le quart-monde, alors qu'on a eu ce matin le résultat des enquêtes de satisfaction des locataires, et que c'est plus de 90% des locataires qui expriment leur satisfaction des appartements et des logements que nous avons. On a refait la totalité des appartements de Loos-des-Bois et on achève à plus de 90% les appartements de Saragosse. Et ils sont tous, après ces travaux, ils sont tous à A+, du point de vue de la note qui est attribuée pour ce qui est du climatique et de l'isolement, de l'isolation qui permet à la fois d'avoir plus chaud en hiver et plus frais en été. Et cette manière-là de détruire et de critiquer, eh bien, c'est d'abord directement dirigé contre ceux qui travaillent sur le terrain, contre nos services, contre ce que nous avons construit comme unité, comme organisation pour que la ville soit exemplaire du point de vue des logements sociaux et exemplaire du point de vue de sa propreté, exemplaire du point de vue de sa sécurité. Quand on est obligé de dire que tout va mal, en réalité, on travaille contre ses concitoyens. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui ne ressemble pas à ce que nous sommes, qui ne ressemble certainement pas à ce que la ville est. Alors ils sont obligés perpétuellement de dire que ça ne va pas, parce que chaque fois que les classements nationaux viennent dire que cette ville est exemplaire, chaque fois que, par exemple, on est classé, je dis ça avec une modestie, quand ma fille Hélène était petite, on disait ensemble, avec cet air de modestie qui me vient si naturellement. Elle avait 7 ans. Et donc, quand on se trouve avec... en étant premier au classement des villes et des maires de France, premier en gestion, quand on a des prix innombrables. Alors, je vais essayer de vous en lire quelques-uns très rapidement. Premier prix pour la reconquête des entrées de ville, il y a un mois, pour le quartier de la Monnaie, au ministère de la Culture. Dans le top 4 des villes qui ont réussi à faire renaître leur commerce de centre-ville, dans l'enquête de cette institution nationale qui s'appelle Codata. Le label 4 fleurs des villes fleuries, je vais vous lire ce que le jury dit. Ce n'est pas pour dire du bien de nous, mais c'est pour dire du bien de la ville. Le jury a décidé de confirmer le label 4 fleurs de la commune de Pau et de lui attribuer le prix national du jardinage participatif et de l'alimentation durable. La commune fait le pari du lien entre végétalisation de l'espace public et cohésion intergénérationnelle. Le jury, je cite la lettre, hein, le jury applaudit l'attention de la municipalité sur la formation des agents, leurs équipements et leur confort. Le jury applaudit l'important travail partenarial mis en œuvre par la ville avec les collectifs citoyens, les associations environnementales, les écoles, les crèches, les EHPAD ainsi que la maison du jardinier. À Pau, toujours la lettre, le végétal est préservé et réfléchi. Le jury félicite la plantation de fruitiers, l'obtention du label éco-jardin par le parc Pesquidou, qui vient reconnaître l'originalité de la démarche de la conception de la gestion écologique du site en lien avec la MJC Berlioz. L'entretien général de la ville est d'un excellent niveau. Les entrées de ville sont très vertes. Jury national des villes fleuries.
Nous avons obtenu le label Éco-Jardin pour 5 parcs publics sur 6. Nous avons obtenu le prix national du concours des Lumières pour les projections sur le glacis du château que je vous encourage à découvrir. On a projeté des gravures médiévales pour illustrer ce que l'histoire a été, et c'est absolument superbe. On a eu le label Ville active et sportive. On a eu la 4e étoile du label Éco-Propre en 2025, Association des villes pour la propreté urbaine. On a eu le label Éco-Quartier niveau 3 pour le quartier Saragosse. On a eu la médaille d'argent aux victoires du paysage pour l'aménagement du quartier Saragosse. Pau a été élue 2e ville de France pour l'écologie et le cadre de vie par l'Express. Le label Centre Préparation des Jeux Olympiques, 20 disciplines. Le premier prix Eurocité Awards pour les systèmes alimentaires durables pour la ceinture verte. On a été lauréate du prix Bentley System pour la création du jumeau numérique, c'est-à-dire ce programme qui fait que chaque mètre et presque chaque centimètre de la ville est numériquement représenté, ce qui fait qu'on peut étudier toutes les modifications possibles de circulation, d'ensoleillement, etc. Et puis, on a eu, ça a été annoncé ici il y a 2 ans, par ce réseau social qui s'appelle LinkedIn, que vous connaissez, qui est les cadres avec des millions d'abonnés. Ils ont lancé une enquête auprès des cadres qui travaillent dans les grandes agglomérations et dans les grandes métropoles en leur demandant où ils voudraient aller s'ils quittaient. Et c'est la ville de Pau qui, plusieurs années de suite, est arrivée en tête de ce classement des cadres français qui disent « voilà où nous voulons aller ». Eh bien, il me semble que ça mérite autre chose qu'un discours de destruction. Et tout ça, ça renvoie à un débat qui est extrêmement profond et que tout à l'heure, un de nos intervenants a évoqué. C'est en fait à cet obstacle que nous nous heurtons perpétuellement. Et ça dure depuis le premier jour où nous sommes entrés à la mairie. Chaque fois que nous avons présenté des projets qui sortaient de l'ordinaire, chaque fois nous avons eu en face de nous des oppositions qui ont dit « mais ça, c'est pas pour nous ». Les halles, avec des batailles d'années en disant « mais c'est pharaonique, c'est pas le besoin d'une ville comme la nôtre ». Une ville comme Pau, le leader d'une des listes de l'opposition, M. Marbeau pour ne pas le nommer, en conseil municipal, l'enregistrement existe si vous le voulez, quand on a présenté le projet des Halles et la nécessité du projet des Halles pour remplacer le bâtiment, entre guillemets, en tôle qui précédait et qui était occupé par des étaliers qui avaient beaucoup de mérite et des rats qui étaient nombreux et qui se promenaient dans les allées. Monsieur Marbeau a dit « mais vous parlez tout le temps de halles propres, on n'a pas besoin de halles propres à Pau ». Et ils ont dit « on n'a pas besoin d'ouvrir les halles le dimanche matin, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour des bobos ». Eh bien, je les invite à venir voir les 6000 personnes qui, tous les dimanches matins, viennent aux halles, à la médiathèque, à la librairie Tonnet, et qui viennent dans cette salle même indiquer, rencontrer ce qui est un lieu de rayonnement et de renaissance pour la cité et pour tout le quartier. Parce que les choix que nous avons faits, eh bien, ils ont permis que revivent non seulement les équipements, Laurence tout à l'heure évoquait la métamorphose des bâtiments et des équipements si nombreux par dizaines qui étaient abandonnés et qui tout d'un coup ont retrouvé une nouvelle vie, une nouvelle vocation. Parfois, je pense au Foirail, où ils voulaient qu'on laisse le stockage par les brocanteurs des objets qu'il y avait, en prétendant que c'était ça l'identité de Pau. 15 000 signatures pour qu'on ne construise pas le Foirail. Alors 15 000 signatures, ce n'est pas des signatures de Pau,
C'est des gens qui, de l'extérieur, étaient appelés à venir signer de manière que... Et pourquoi constamment cette idée que c'est trop bien pour nous? Le problème de cette ville, et ça a été dit tout à l'heure, je pense que c'est Jean-Marc Russotte qui l'a dit, le problème de cette ville et le problème du Béarn souvent, c'est que nous avons une espèce de ce que les psychiatres ou psychanalystes appellent la haine de soi. L'idée que nous ne sommes pas faits pour les grands destins. Nous ne sommes pas faits pour les grands équipements. Nous ne sommes pas faits pour les grandes entreprises. Nous ne sommes pas faits pour les grandes équipes sportives. Ce qu'il a fallu de courage, d'abnégation et de volonté de durer à l'équipe qui a la charge de la section paloise pour, en 10 ans, faire de ce club qui était en 2e division le 2e club du championnat du top 14, c'est-à-dire le championnat le plus exigeant de la planète. Et les équipements qu'il a fallu. Parce que ce courage-là, cette volonté de construire, cette obstination dans la direction qu'on a choisie, c'est parce que la ville a été aux côtés du club en construisant un stade pour le rugby, pour lequel on fera la 4e tribune, de manière que s'achève cet équipement qui mérite de l'être. Le stade de football qui n'existait pas, pas de stade de football. Et tout cela, nous l'avons construit précisément en étant ambitieux, en revendiquant pour nous ce qu'il y a de mieux. Pas parce que nous sommes orgueilleux, mais parce que nous sommes amoureux de cette ville. Des enfants qui y naissent, des femmes et des hommes qui y vivent et qui l'habitent, de ceux qui viennent y chercher une nouvelle vie. Les enfants d'ici, je n'ai jamais une seule fois, une seule journée depuis que nous avons réussi à convaincre nos concitoyens et à être installés à la mairie, j'ai jamais une seule journée oublié de penser aux enfants. Je me souviens d'une conseillère municipale qui disait, en réunion du conseil municipal, mais de toute façon, tous les jeunes s'en vont. C'était une manière de critiquer notre action. Et elle disait, mes enfants sont partis. Mais moi, je veux que les enfants reviennent. Et c'est pourquoi si nombreux sont sur la liste, vous en avez vu plusieurs, Sabine Poilion tout à l'heure, et peut-être 7 ou 8 autres sur la liste, qui étaient partis ailleurs, comme Benjamin Ducousseau l'a raconté, et qui sont venus se réinstaller dans la ville parce que le niveau de ses équipements, l'exigence de sa vie culturelle, la qualité de sa vie sportive, tout ça faisait que nous sommes devenus attirants au lieu d'être désespérants. Et c'est cet effort considérable qui fait que désormais nous sommes identifiés et placés sous les projecteurs après que si longtemps l'analyse, la critique la plus importante qu'on faisait dans les élections municipales, c'était cette phrase « Mais Pau, personne ne sait où c'est ». Et c'était vrai. D'ailleurs, c'est une anecdote avec un peu d'acide ou de vinaigre. J'étais Premier ministre dans une de ces réunions où j'ai réuni tous les responsables politiques français. Et l'un d'entre eux, célèbre, connu en tout cas, je ne sais pas s'il mérite, mais célèbre, a dit dans la réunion, Pau qui est à côté de Grenoble. Je ne dirai pas qui c'est. Je ne dirai pas que c'est le premier secrétaire du Parti socialiste. Et c'est assez profond. Parce que tous, et Josy n'a pas eu tort de dire qu'André Labarrère et moi, nous avions exactement la même sensibilité.
Nous avons tous vécu ce qu'était la condescendance des gens qui sont près du pouvoir, Jean-Paul, dans des situations assises, connues, respectées, nées dans les bons milieux parisiens, et qui nous regardaient de haut, qui regardaient de haut notre accent quand on en avait, qui regardaient de haut les parcours que nous avions faits. Et on est nombreux, n'est-ce pas, à s'être dit que, franchement, il y avait là quelque chose d'insupportable. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. La devise d'Henri IV, c'était celle-ci. Il disait « Le Béarnais qui est praub, mais nous bâche cap ». Le Béarnais est pauvre, mais il ne baisse pas la tête. Et tout l'effort que nous avons construit, tout l'effort que nous avons conduit, les risques que nous avons pris, les aventures que nous avons voulu affronter et que nous affrontons encore tous les jours, c'est précisément pour ça, pour que les enfants qui naissent ici, à l'avenir, on les respecte et on les honore comme ils méritent de l'être. C'est notre service et c'est celui que nous voulons rendre à la génération qui vient. Et alors, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Une université, ce que Mohamed Amara a dit, a expliqué. Une université de Pau qui a l'audace de candidater pour être une université qui reçoit le label ICIT, c'est-à-dire un label de prestige. Il n'y en avait que 8 ou 9 universités en France, et vous avez entendu les grandes villes, je ne les répète pas pour ne pas faire de peine à leurs édiles, à qui on a refusé ce label. Une université de recherche. Le Béarn, comme Mohamed l'a rappelé, c'est 25% de la recherche de la Nouvelle-Aquitaine. Et dans cette recherche, il y a tous les transferts de technologies nécessaires. Et par l'intermédiaire d'Hélioparc, la création d'entreprises, notamment dirigées vers l'intelligence artificielle, comme on dit aujourd'hui. Et puis, dans le domaine de la culture, il n'existe pas de centre culturel comme celui que nous avons construit au Foirail. Et si vous... c'est pas étonnant, tout ce qui est les grands rendez-vous musicaux, il n'y a pas une place vide pendant des mois et des mois. Les années qui viennent sont entièrement occupées. On va être obligé, on a multiplié par 2 les événements de jazz, on va les multiplier par 3 de manière que tout le monde puisse y trouver sa place. Et j'ai une immense fierté de ce que nous avons construit, toujours dans l'idée des enfants, avec l'orchestre et Camino, c'est-à-dire des centaines d'enfants, ils sont 850 depuis qu'on a créé Camino, des centaines d'enfants qui sont dans un orchestre symphonique alors qu'ils n'auraient jamais approché la musique de toute leur vie, parce qu'ils n'étaient pas dans les bons milieux. Et un des moments de fierté, pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu dire ça, c'était à la Philharmonie de Paris, la plus belle salle de France et d'Europe peut-être. Le soir de la fête de la musique, je ne sais pas si vous imaginez l'événement annuel que la fête de la musique représente. Et l'événement qui, le soir de la fête de la musique, est organisé à la Philharmonie de Paris devant 2500 ou 3000 personnes. Et c'est l'orchestre de Pau qui était invité, avec Faisal Karoui. Et c'est les Camino qui ont fait l'ouverture. Et c'est toujours la même idée, retrouver la fierté. La santé, on a parlé de l'hôpital, la reconstruction, la réhabilitation, la transformation de l'hôpital de Pau dans tous ses services, dans les services les plus ambitieux du point de vue de la performance médicale, la cardiologie par exemple,
le pôle mère-enfant que nous venons de construire et d'inaugurer. La rénovation de l'hôpital, comme Gaël Ledoyer le disait, c'est 250 millions d'euros. Et sur ces 250 millions d'euros, nous avons trouvé 110 millions de subventions données à l'hôpital pour alléger la charge. Et on va encore en trouver d'autres. Et c'est vrai pour chacune des réalisations que nous avons entreprises. Pourquoi ce micro se casse la gueule? Et donc, les halles ont été réalisées avec un emprunt à 0% sur 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour une collectivité publique de réaliser un tel établissement au prix mondial d'architecture, à égalité avec les jardins de la Maison-Blanche, ce qui est une performance, après tout, honorable. Nous avons fait ça en respectant intégralement les devis, en respectant intégralement les calendriers et en offrant désormais aux Palois un instrument qui fait leur fierté parce que c'est précisément pour ceux qui n'ont pas les moyens qui peuvent présenter à leurs amis, à leurs voisins, à leurs cousins, à ceux qui les visitent, une ville qui est un patrimoine de chacun d'entre eux. Patrimoine refusé pendant si longtemps et qui aujourd'hui peut permettre en effet d'affirmer la fierté d'une communauté comme celle que nous vivons. Et puis, tout ce que nous avons fait sur la sécurité, que tout à l'heure Clarisse a indiqué, je ne vais pas y revenir. Il n'y avait pas de police municipale. Nous avons construit une police municipale et nous l'avons armée. Nous l'avons armée pourquoi? Parce que le soir de l'attentat de Nice, qui, comme vous savez, a fait plus de 50 ou 60 victimes, quand un camion conduit par un terroriste est devenu une arme et a écrasé tous ceux qui assistaient au feu d'artifice sur la promenade des Anglais, tandis que nous assistions au feu d'artifice sur le boulevard des Pyrénées. Et la configuration de la promenade des Anglais et du boulevard des Pyrénées, avec la différence d'échelle, c'est la même. Et d'ailleurs, ça a été construit par les mêmes. Ce sont les Anglais qui venaient en villégiature à Pau et qui, après, avec la fascination du soleil, l'héliotropisme, comme on dit, se sont déplacés à Nice. Ce sont les mêmes. Et je me suis rendu compte ce soir-là que la ligne que j'avais choisie, qui était de doter la police municipale d'armements non dangereux, non létaux, de bâtons ou de flashballs. Je me suis dit, mon pauvre, mais jamais un flashball n'arrêtera un camion. Donc il faut franchir le pas, et nous avons armé la police municipale. Je ne l'ai jamais regretté. Il n'y a jamais eu un incident. Et on a organisé la formation de tous les employés de la police municipale avec des moniteurs que nous avons dirigés vers le maniement des armes. Et c'est une grande fierté que de pouvoir soi-même assurer, en liaison avec la police nationale, tellement en liaison que notre police municipale et la police nationale sont reliées par radio, de manière que quand un incident se produit, la police municipale puisse garantir que l'intervention de la police nationale va se produire. Et on va améliorer encore, dans les mois qui viennent, en permettant que la police municipale elle soit 24 heures sur 24, les jeudis, vendredis et samedis, c'est-à-dire lorsque les Palois, les jeunes Palois sortent et vont faire la fête. C'est une fierté que de pouvoir offrir un climat aussi serein dans une ville comme vous savez ce qu'elle est. Et je suis très fier qu'on soit allé plus loin que l'équipement de la ville, parce que nous sommes la seule ville française à avoir construit un plan anti-solitude. Je m'arrête une seconde là-dessus, parce que je considère, pardon pour ceux qui m'ont déjà... Je vais boire un coup quand même.
Pardon pour ceux qui m'entendent répéter cette certitude. La solitude est le mal de notre temps. Et généralement, quand on pense à la solitude, on pense aux personnes âgées. Mais on se trompe. La solitude, elle est de tous les âges. Lorsqu'un enfant est harcelé dans la cour de récréation, et regardez bien, vous en avez autour de vous, c'est la solitude. Il n'a personne à qui parler. C'est d'ailleurs parce qu'il ne parle à personne qu'il est harcelé. Il y a ce lien-là, fragile, tu es une cible. Et comme vous savez, ça finit quelquefois très, très, très mal. Lorsque on rentre à l'université, il y a des jeunes étudiants qui sont extravertis, qui sont contents, qui font la fête. Puis il y en a qui ne sont pas bien dans leur peau. L'adolescence, c'est un moment où on n'est pas bien dans sa peau, même si personne ne l'explique. Et puis lorsque un couple se forme et qu'un couple se brise, l'un des deux, souvent, reste seul. Et puis lorsqu'on perd son travail, ou lorsqu'on ne trouve pas de travail, lorsqu'on est en recherche d'emploi, on se retrouve seul. Et ainsi de suite à tous les âges de la vie, jusque précisément aux seniors. Alors on a bâti avec 200 associations, en travaillant avec tout le monde sauf les membres de l'opposition. Il n'y en a pas un seul qui soit jamais venu. On a bâti des programmes pour que précisément on soit arraché à cette condition où on se sent souvent abandonné. Par exemple, on a bâti Culture en bus. Culture en bus, c'est des dizaines, centaines de femmes et d'hommes qui ne se connaissaient pas, qui s'inscrivent à ce programme et qui tout d'un coup sont invités 2 fois par mois à monter dans un bus et à aller découvrir un spectacle ou un événement culturel dont ils ne savent pas à l'avance ce qu'il va être. Et vous avez vu des photos tout à l'heure parce que j'ai fait quelques pérégrinations avec eux. Je suis très fier de ça. Et on va dépasser les événements que nous avons créés en allant plus loin, en faisant en sorte que le plan anti-solitude est un quartier général qui sera au 22 rue Lamotte, dans le couvent abandonné depuis très longtemps. Et ce quartier général, on pourra y organiser du chant, de la musique, des cours du soir, parce que je trouve que ce qui manque à notre société, pas seulement à Pau, en France, c'est qu'on puisse s'offrir des parcours de formation que la vie ne vous a pas permis de rencontrer à l'âge précoce. Par exemple, il y a des tas de gens qui aimeraient connaître les oiseaux, l'ornithologie. Eh bien, on organisera, si on trouve 5 personnes ou 6 personnes pour suivre ces cours du soir, une formation aux oiseaux, une formation aux champignons, une formation aux fleurs, une formation à la biologie, une formation à l'agriculture et au jardinage. Chacun pourra trouver une voie qui le sortira des impasses dans lesquelles souvent la vie vous plonge. Et je trouve que ça ressemble à notre ville et à son slogan. Une capitale, capitale d'une région par le nombre modeste, mais par l'histoire et par l'ambition au premier plan. Tout à l'heure, José disait, au fond, c'est la même inspiration que celle qu'André Labarrère développait. Alors, je suis obligé de vous dire qu'André Labarrère et moi, nous avons eu des relations un peu concurrentielles parfois. Et quand on était concurrent d'André Labarrère, qui n'avait pas d'élection, ça se passait très bien, surtout entre nous deux. Et quand il y avait des élections, c'était une bête sauvage qui disait mais de terrifiantes, agressives, offensives jugements. Mais André Labarrère, il avait, comme je crois avoir, cette idée qu'une
une ville comme la nôtre, précisément parce qu'elle est moyenne par le nombre. Quand vous êtes Paris, quand vous êtes Lyon, quand vous êtes Toulouse, quand vous êtes Marseille, personne ne met en doute le fait que vous devez aller le plus haut possible, le plus loin possible. Mais quand vous êtes Pau, on vous regarde de haut. C'est toujours la même idée. Le Béarnais qui est proud, mais nous bâche cap. Le Béarn, j'offre ça à ceux de nos concurrents qui prétendent qu'ils vont conduire des politiques occitanistes. Quand vous êtes moyen par le nombre, alors vous êtes obligé d'avoir des ambitions qui dépassent l'ordinaire. Je dis toujours, c'est un théorème mathématique, Mohamed. C'est très simple. Si vous êtes moyen et que vous avez des ambitions moyennes, le résultat est médiocre. Labarrère, il disait, Pau sera la Florence du XXIe siècle. Vous voyez qu'il visait pas bas. Alors moi, je ne sais pas si nous serons la Florence du XXIe siècle, mais je sais que nous avons tout pour être une ville dont les enfants seront fiers et où ils pourront trouver un destin. Et ça, c'est exactement cette idée que chaque enfant aura sa chance. C'est ça exactement la vocation que nous servons en ce moment pour ces élections et dans cette ville. Je sais une chose, c'est que si le malheur voulait que d'autres soient chargés du destin, alors à ce moment-là, le toboggan est proche. Parce qu'autant il a fallu d'efforts et de difficultés pour remonter une pente qui était une pente si compromise, avec ces milliers de personnes qui partaient tous les ans, autant il est facile de retomber dans l'autre sens. Il y a des exemples, des villes qui avaient l'impression qu'ils prenaient le chemin de l'ascension et qui tout d'un coup se trouvent en difficulté. Ce qui est en train de se passer à Lyon, avec l'aspiration de la population, eh ben c'est exactement ça. Lyon, qui était orgueilleusement la 4e ville française, a été dépassée par Toulouse, même si personne ne s'en est aperçu. C'est très difficile de monter, c'est très facile de descendre. Et je suis sûr que l'idée que nous nous faisons de l'ambition de cette ville, c'est-à-dire devenir une référence, devenir une fierté, pour que les enfants disent « Moi, je suis de Pau, moi, je viens de Pau, et je vais y retourner ». Il y a là quelque chose pour servir l'envie de vivre de tous ceux qui forment cette communauté vivante, de toutes celles et de tous ceux qui forment cette communauté vivante. Ce n'est pas de l'optimisme béat, c'est de la détermination, c'est de la volonté. C'est la volonté de construire, pas seulement de prolonger ce que nous avons fait les dernières années, qui est, je crois, si magnifique, mais d'inventer, de créer, de défricher des terrains nouveaux qui jusqu'à maintenant ne l'ont pas été, avec une ligne de conduite qui est unir et rassembler et respecter et comprendre tous ceux qui vivent au sein de cette ville, forment le peuple qui la porte et lui offrir le destin qu'il mérite. Je vous remercie. Les colistiers vont monter sur la tribune.